Donc Lionel Vialon, moi je suis prof de sport, donc on a la même formation au départ, mais c'est vrai qu'on ne fait pas le même métier. Et en préambule, je veux dire quand même c'est toujours plus facile dans notre position de faire des préconisations ou des conseils parce qu'on n'est pas dans le face-à-face pédagogique et ça devient beaucoup plus compliqué quand on a les élèves à gérer en face. Ça c'était le premier avertissement. Le deuxième, j'ai un petit peu tendance, de par mon parcours à l'UCPA, à avoir une vision plutôt portée sur les côtés séjour et peut-être pas assez sur l'approche temps scolaire, sur le temps de l'EPS hors séjour scolaire. Donc Stéphane me posait la question donc, du comment. Bon, alors après j'ai essayé de tourner ça dans tous les sens, le pourquoi, le quoi, le à qui, et effectivement la question du comment c'est la dernière question, c'est-à-dire qu'on traite le comment une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, quel contenu et avec quel type d'élève, et surtout, et j'y reviendrai par la suite, à quel moment, est-ce qu'on est sur le temps scolaire ou sur le temps de l'AS par exemple, ce qui me semble important. Alors, j'ai essayé de me poser la question avec l'idée qu'on partageait un petit peu la même conviction, c'est-à-dire de penser que les sports de nature ont un intérêt éducatif sur l'épanouissement et l'émancipation de l'individu qu'on ne retrouve pas forcément ou différemment dans les autres activités physiques et sportives. Et donc, le raisonnement que j'ai essayé d'avoir, c'était de se dire pourquoi à un moment donné la question du comment se pose sur les sports de nature alors qu'elle ne se poserait pas sur d'autres activités sportives. Et j'ai identifié 3 pistes de réflexion. La première, c'est un peu bateau ce que je vais dire, c'est juste pour lancer la discussion. C'est que la nature, c'est pas dans un gymnase. Et ça pose des premières questions sur le comment. La deuxième, c'est de dire que les sports de nature, c'est technique, et là je mets des guillemets, alors ça fait écho à ce que vient de dire Bernard, c'est accidentogène. Ou plus justement, il y a un traitement médiatique des accidents qui font que on pense que les sports de nature sont très accidentogènes, et il est vrai que souvent quand il y a des accidents en sport de nature, cela peut être des accidents graves. Et puis la troisième question, et qui me semble essentielle, parce que, alors là je suis un peu un ayatollah des sports de nature, moi je suis désolé, c'est que les sports de nature viennent poser la question de l'engagement et de la prise de décision. Et donc, derrière cette question, il y a celle de la confiance accordée à l'élève, qui dit prise de décision, dit lui donner à un moment les clés du camion, et donc de l'acceptation des risques. Bon, donc je vais essayer de traiter ces 3 questions en essayant de montrer en quoi soit on peut contourner le problème, soit on peut le surmonter. Donc la première difficulté, c'est un peu bateau, je me répète, mais la nature c'est pas un stade ni un gymnase. Et donc forcément, ça génère des difficultés pour se déplacer, pour surveiller les élèves, pour assurer la sécurité. En fait, on a deux solutions à ce problème. La première solution, elle est déjà trouvée, c'est de faire rentrer les sports de nature dans un gymnase. Alors, je suis désolé, Sylvie. Et effectivement, quand on regarde le premier sport de nature pratiqué à l'école, c'est l'escalade dans un gymnase. Mais bon, pour un ayatollah des sports de nature, l'escalade dans un gymnase, c'est pas un sport de nature. Finalement, on détourne l'objectif de cet APS, donc la CP2 ou maintenant le champ d'apprentissage je ne sais combien, finalement en faisant quelque chose d'un peu différent. Donc, la deuxième solution, c'est-à-dire si on ne veut pas le faire entrer dans un gymnase, comment on peut... Alors, à côté du gymnase, on pourrait avoir un peu le même raisonnement sur la course d'orientation. Quand on va faire ça dans un parc municipal, finalement, on enlève pas mal d'aléas et ça facilite la mise en œuvre. Alors, je ne dis pas que c'est pas une bonne solution, ça peut constituer une première étape, mais il me semble qu'on n'arrive pas vraiment au bout du raisonnement sur les sports de nature si on se limite là. Donc, j'ai essayé de me dire, quelle peut être la deuxième réponse? Et là, je vais faire la pub de l'UCPA. Désolé. Mais il n'y a pas que l'UCPA qui peut proposer ça, et on peut le faire aussi tout seul. Mais ça demande du temps et parfois un peu d'argent. La deuxième réponse, c'est de recourir à un temps d'enseignement massé
en se disant qu'en faisant un temps massé, je vais limiter les pertes de temps et de coûts liés au transport pour aller sur un site qui permet les pratiques de sport de nature. Donc en logique de proximité, il y a des bases, Et puis après, si on est sur une logique un peu plus longue, il y a la question du séjour scolaire. Et donc je fais une transition ou une parenthèse sur l'impact du séjour scolaire. Si je vous demande qui a fait un cycle de handball en 5e, pas sûr qu'on s'en rappelle. Par contre, si on pose la question qui est parti en séjour scolaire au collège ou au lycée, là vous pouvez être sûr, tout le monde s'en souvient. Donc il y a un vrai enjeu éducatif sur les séjours scolaires. Et donc vu qu'on est sur la question du comment, il me semble qu'il y aurait peut-être une astuce, c'est que finalement, notamment dans le cadre de la réforme du collège, alors je ne rentre pas dans la polémique, si c'est bien, c'est pas bien, si on a les moyens ou pas les moyens, mais je vois une petite astuce dans cette réforme du collège pour finalement faire porter les séjours de sport de nature en séjour scolaire par les autres enseignants. Parce qu'effectivement, l'intérêt des sports de nature, c'est qu'on peut développer des apprentissages éducatifs qui dépassent les enjeux de l'EPS. Que ce soit sur la logique de l'environnement, sur la logique de la sécurité, sur le vivre ensemble dont Bernard a parlé, sur les enjeux de santé. Donc c'est un très bon support et finalement l'enjeu c'est de dire c'est plus à l'enseignant d'EPS de proposer ce type de séjour. C'est aux autres enseignants qui vont y voir un intérêt et qui vont porter ce projet. Alors certes, il vaut mieux faire avec que les laisser faire tout seul, mais c'est un vrai levier pour développer des projets, alors comment ils appellent ça, non ? Les EPI, c'est ça ? Équipement de protection individuelle. Non, bon, vous m'avez compris. Donc, vous savez ce que c'est. Et je trouve que effectivement, l'immersion dans le milieu naturel, c'est intéressant au travers de cette idée de coupler les différentes disciplines, parce que, par exemple, il y a juste 2 exemples, si on veut lier à 2 disciplines. Pourquoi c'est intéressant de skier sur des skis paraboliques ? Je pense qu'il y a des enseignants en mathématiques, en physique qui peuvent y voir un intérêt. Pourquoi aujourd'hui le ski est accessible à tout le monde ? Parce qu'on a changé le type de ski. Comment ça se fait quand on va faire du surf de vague que mon moniteur ou mon enseignant me dit non mais vas-y dans la baïne c'est bien, alors qu'au même 2 mois plus tard quand il va être sur la plage il va avoir l'esprit qui me dit non mais ne va pas dans la baïne c'est dangereux. Donc je trouve que ces temps d'EPS sur les sports de nature, quand ils sont approchés d'une manière pluridisciplinaire, et présentent un vrai intérêt en termes d'apprentissage. En plus, alors c'est un petit peu l'enjeu du travail qu'on a fait sur le guide qui va sortir au mois de juin, c'est effectivement de promouvoir les sports de nature au-delà des enseignants d'EPS. Et je lisais récemment en fait une étude d'un sociologue, Joël Zafran, qui s'interrogeait sur les utilisations du numérique et des tablettes et des différents écrans. Et il avançait une hypothèse explicative, alors qui peut être certainement contestée, mais je trouvais intéressante notamment pour un enseignant d'EPS, c'était de dire que finalement, pour les parents, l'utilisation des écrans, c'était un moyen de contenir les enfants et les adolescents dans la sphère privée. Effectivement, quand ils sont dans les écrans, on est dans sa chambre et on n'est pas dehors. Et finalement, ça nous fait un petit peu oublier qu'il y a quand même pas mal d'apprentissages dans la vie qui se font dans la rue ou dans la nature. Et je pense qu'on a un rôle à jouer pour contrecarrer un peu cette ambiance actuelle qui fait que, pour des raisons légitimes de sécurité, pour des problématiques de judiciarisation des rapports sociaux qui font que dès qu'il y a un accident, il faut qu'on trouve un responsable, et on a tendance à multiplier les principes de précaution et à faire que finalement, on ne fait plus rien. Or, il me semble, et Bernard l'a dit tout à l'heure, que l'école a un vrai enjeu éducatif là-dessus, sur apprendre le dehors. Parce que si on ne l'apprend pas dans le cadre scolaire, encore une fois, ça va bénéficier seulement aux plus favorisés. Effectivement, quand on regarde qui pratique les sports de nature, et notamment à l'UCPA, on a la chance de le voir sur le temps scolaire et hors temps scolaire,
Quand on est hors temps scolaire, sur le temps des vacances, qui peut se permettre d'avoir ce type de pratique? Ou plus, justement, ce n'est pas vraiment une logique de se permettre, parce que certes, il y a la barrière financière, mais il y a surtout comment il se fait que des pratiques peuvent rentrer dans le champ des possibles des différentes personnes. Et on a quand même un paquet de jeunes pour qui se poser la question d'aller faire de la plongée, du surf, c'est même pas imaginable. Et le seul moment où ils peuvent être confrontés à ces milieux, c'est dans le cadre scolaire. Donc il y a un vrai enjeu, à travers les sports de nature, de jouer sur l'accessibilité sur des pratiques qui sont quand même survalorisées sur le plan social. C'est quand même vachement intéressant dans la cour de récré de pouvoir dire « Ouais, moi c'est bon, le surf de vague, je connais. Non, mais le ski, cette station, je la connais. » Et effectivement, il me semble que là, l'école, elle a un rôle à jouer pour un peu gommer ces différences d'accessibilité sur des pratiques qui, on le sait, sur le plan de l'estime de soi, vont avoir un vrai impact. Alors effectivement, il y a le problème du financement. Alors, je n'ai pas la réponse, mais quand même, c'est un gros problème. Mais il y a un certain nombre de choses qui évoluent, c'est-à-dire qu'il me semble, depuis quelques années, qu'il y a une prise de conscience politique, notamment auprès des collectivités locales qui sont concernées par les séjours de sport de nature, de se dire qu'il y a un vrai enjeu à faire revenir les écoles. Il faut savoir que sur les départements de Savoie et de Haute-Savoie, le nombre de centres qui ont fermé, il est quand même hallucinant sur ces 15 dernières années. Et notamment, je pense alors comment ça s'appelle, l'association des maires de montagne développe une vraie logique de repromouvoir le départ en vacances. Et j'irais presque même jusqu'à dire que même des opérateurs marchands et très marchands, tels que les sociétés de remontée mécanique, se posent aussi la question. Alors c'est peut-être une approche un petit peu plus cynique, mais si on n'a pas appris à skier quand on était gamin, il y a quand même peu de chances qu'une fois qu'on a un petit peu les moyens, quand on partira en vacances, on ira au ski. Donc il y a quand même un contexte politique qui fait que certaines collectivités, alors je ne sais pas en Ile-de-France, mais je pense à la région PACA, à la région Rhône-Alpes, développent des systèmes d'aide pour promouvoir les départs en séjour scolaire. J'en viens à la deuxième difficulté, qui est de dire que les sports de nature, c'est accidentogène. Donc, en fait, derrière cette question, il y a la question, et Bernard l'a souligné, de la compétence. Et donc, quand on rentre en STAPS, quand on devient enseignant d'EPS, chacun vient avec son histoire, ses pratiques. Alors Bernard a donné l'exemple du badminton, quand le badminton est apparu. Et donc, effectivement, on a plus ou moins de compétences techniques dans les activités sportives. Donc, comment je contourne ou je surmonte cette difficulté? Alors là aussi, c'est un peu bateau, mais en me formant. Et là, on a quand même des activités de pleine nature où il ne faut pas grand-chose pour devenir compétent. Ne serait-ce qu'en allant pratiquer dans des clubs ou ailleurs, en étant enseignant d'EPS et en ayant un bagage technique, pédagogique et certainement physique, on arrive à développer des compétences dans des sports de nature. Donc ça peut être une première réponse et ça me semble être la meilleure parce que c'est vous qui gardez la main après sur vos temps d'enseignement et qui avez une vraie maîtrise nécessaire à la mise en place de ces activités parce qu'effectivement, pour enseigner l'activité, il faut avoir un minimum de compétences techniques. Mais c'est vrai dans les sports de nature, comme c'est le cas dans les autres activités sportives. La deuxième façon de contourner cet obstacle, c'est de faire appel à des partenaires. Donc effectivement, alors faire appel à des partenaires, ça peut être aussi une étape intermédiaire. C'est-à-dire que j'organise pendant quelques temps une activité en travaillant avec un partenaire dans le cadre d'un séjour scolaire au ski. Et puis, au fur et à mesure, en voyant comment il travaille, en échangeant avec lui, je développe une compétence qui va me permettre après, par la suite, d'encadrer et d'enseigner cette activité par moi-même. Alors, faire appel à un partenaire, ça présente des avantages. C'est-à-dire que ça permet d'être soulagé quand même dans la mise en œuvre de l'activité par quelqu'un qui va connaître le terrain. Pas évident quand on parle d'Île-de-France de dire je vais aller à tel endroit pour faire de l'escalade, de connaître les différentes voies, les lieux de pratique, les plus appropriés aux élèves. Et le partenaire, il va amener cette compétence. Donc il va soulager le temps de travail. Il va amener aussi la compétence, je pense, sur la gestion des EPI. Parce que forcément, ça va être lui qui va en porter la responsabilité.
Donc ça peut être une étape, il va gérer tout ce qui est matériel, intendance, donc ça peut présenter un intérêt. Pour autant, il me semble important de faire une mise en garde, c'est que qui dit faire le choix d'un prestataire demande un certain nombre de compétences. Parce que celui qui reste responsable de sa classe, c'est quand même l'enseignant d'EPS. Et alors à l'UCP, on essaye aussi de travailler là-dessus parce qu'il ne faut pas croire que le prestataire, parce qu'il est compétent sur son champ d'activité, il sait ce qu'est un élève. Et le temps de l'élève n'est pas d'autre temps qui peut être amené à gérer dans le cadre de sa prestation de professionnel de l'activité, le temps d'un séjour de vacances, le temps d'un encadrement dans le cadre familial. Et il me semble extrêmement important dans le comment, quand on travaille avec un prestataire, d'une part d'avoir les compétences minimales pour bien cadrer quels sont mes objectifs éducatifs et la commande que je vais lui passer, et puis aussi de mettre en place une véritable, moi j'appelle ça une boucle de décision. C'est-à-dire, tout à l'heure, Bernard donnait l'exemple du chef d'établissement qui est là au moment, le matin, quand il donne les clés du camion. Et ben, un enseignant d'EPS, à partir du moment où il fait appel à un prestataire, si je prends l'exemple d'un séjour de vacances, c'est matin et soir, des temps de briefing et de débriefing pour savoir ce qu'on a fait et ce qu'on va faire le lendemain. Pour que la décision, elle soit certes appuyée sur une expertise que peut avoir le prestataire sur la connaissance de l'activité et la connaissance du lieu de pratique, mais qu'à un moment donné, vous avez la connaissance et du projet éducatif et des élèves. Et qu'à un moment donné, cette décision, elle est portée par l'enseignant d'EPS, certes en s'appuyant sur une expertise du prestataire, mais c'est vous qui la portez. Et donc j'arrive à la troisième difficulté, mais qui finalement fait le sel, le piment, la raison d'être des sports de nature. C'est donc la question de l'engagement et qui se pose avec le statut de l'élève. Tout à l'heure, Bernard disait que les sports de nature présentaient un vrai enjeu, c'était préparer les élèves à leur pratique sportive de demain. Alors je ne vous dis pas qu'il faut aller faire de la randonnée pédestre sur le temps scolaire. Alors moi j'aime bien la randonnée pédestre, mais parfois en termes de motivation, ce n'est pas forcément l'accroche la plus facile. On peut quand même en trouver, mais il y a d'autres activités qu'on peut aussi pratiquer dans les sports de nature. Et il faut se dire qu'à mon avis, l'enjeu pour cette pratique future, c'est donner des clés de lecture d'un milieu. C'est de montrer ce qu'est la montagne, ce qu'est une forêt, ce qu'est la mer. Peu importe l'activité qu'on va pratiquer, mais c'est surtout faire en sorte que plus tard, l'élève puisse se dire « ce n'est pas un milieu inconnu et donc j'y ai ma place et je peux y aller pour pratiquer telle ou telle activité ». Alors, plus précisément sur cette question de l'engagement, donc j'ai essayé de regarder les nouveaux programmes et il y a un certain nombre d'évolutions sémantiques. Alors pour porter au débat, il y a quand même la disparition de la notion d'incertitude. Aïe. J'aime bien aussi la notion d'engagement sans appréhension jusqu'en 6e. C'est-à-dire que pour moi, s'il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'engagement. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des sports de nature, mais il n'y aura pas cette dimension de l'engagement, qui est quand même une notion importante. Et puis j'ai même lu une approche en toute sécurité. Alors ça me gêne un petit peu parce que, alors y compris à l'UCPA, on se bat là-dessus, le en toute sécurité, ça n'existe pas. Mais le problème, c'est que pour le sens commun, ça coule de source quand il s'agit de traverser une route. On se doute bien qu'il peut arriver un accident. Par contre, dès qu'on arrive sur les sports de nature ou la pratique sportive, alors là, on devrait être en toute sécurité. Eh bien, on l'est ni plus ni moins qu'ailleurs. À nous d'essayer d'être dans des conditions de pratique qui permettent de réunir les meilleures conditions de sécurité, mais le en toute sécurité, forcément, il vient questionner. Mais bon, j'ai quand même trouvé des éléments intéressants au niveau du cycle 4, c'est-à-dire qu'il a attendu des élèves une capacité à faire des choix pour conduire des déplacements et être ensuite capable de les justifier et les analyser. Il devra être amené à évaluer les risques et apprendre à renoncer. Alors le renoncement, c'est un petit peu gênant dans une approche pédagogique d'apprentissage parce que on pourrait se dire, renoncer, c'est faire face à un échec et dire, non, finalement, je renonce, je ne le fais pas. Dans les sports de nature, c'est une vraie compétence de savoir faire demi-tour.
de savoir analyser des conditions de pratique, d'évaluer son niveau et le niveau du groupe pour dire j'y vais aujourd'hui ou je ne peux pas y aller aujourd'hui. Donc c'est une vraie compétence. Mais bon, si à un moment donné, dans les textes, on a posé la question du renoncement, c'est bien qu'apparaît un risque qui dépasse le simple échec de l'apprentissage. Parce que je ne pense pas qu'on parle du renoncement en sport collectif, du renoncement en gymnastique. J'en suis pas sûr. Et pourtant, on pose cette question sur les sports de nature, c'est-à-dire qu'elle pose la question de la mise en jeu de la sécurité individuelle et collective. Et un peu plus loin dans ce texte, il est précisé qu'il importe de rechercher des situations qui présentent, et là finalement on le trouve, le mot, de plus en plus d'incertitudes et qui nécessitent un engagement de plus en plus important en maîtrisant sa prise de risque. C'est-à-dire que finalement, là, on pose bien la question pour l'enseignant de donner, j'aime bien cette expression, les clés du camion à l'élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cet enseignement, on va lui dire, il va falloir que tu prennes des décisions en termes de motricité. Alors là, on peut avoir des situations très simples. Je suis dans l'océan et je fais le choix de prendre telle vague ou telle autre. Donc il y a bien une notion de renoncer à certaines vagues et de faire le choix d'autres vagues. Mais bon, pour en venir plus spécifiquement à l'enjeu de l'incertitude, en fait, ce qui me semble important, c'est de dire, sur les sports de nature, en termes éducatifs, on est face à deux types de risques. On est face à des risques objectifs qui font que je peux bien prendre toutes les précautions que je veux. Ce risque objectif, je ne peux pas le faire disparaître. Alors certes, ça ne se pratique pas dans le cadre scolaire, ou peut-être très peu, mais quand je fais de l'alpinisme, si je passe sous des séracs, eh ben, il y a toujours un risque qu'il y ait un morceau qui tombe. Donc ce risque, je peux pas lutter contre. Et il me semble que sur le temps de l'EPS, je ne dis pas qu'il faut aller s'y confronter, mais il faut être capable de donner les clés de lecture à l'élève pour lui dire « Attention, il y a des risques objectifs, il est important de les connaître. » Si je prends le cas de l'escalade, pratiquement quelle que soit la paroi naturelle sur laquelle je vais évoluer, il peut y avoir un risque d'une chute de pierre ou autre. Donc il est important de sensibiliser et d'avoir un vrai apprentissage sur ces risques. Mais sur l'engagement, je vais dépasser. Sur l'engagement, on peut travailler sur un autre type de risque qui est celui du risque perçu. Et finalement, on peut proposer à des élèves des situations qui, pour l'enseignant ou pour le professionnel de l'activité, font que cet endroit-là, à ce moment donné sur la rivière, finalement, on n'est pas loin du gymnase. Par contre, au niveau de l'élève, il y a une vraie logique d'engagement parce qu'il est sur un milieu qu'il ne connaît pas, il est sur un milieu qui bouge. Alors certes, il n'est pas incertain pour le professionnel ou l'enseignant, mais pour l'élève, il est vraiment changeant. Et là, on peut travailler sur des logiques de prise de décision et finalement, on n'est pas loin, tout en étant sorti du gymnase, à proposer des situations d'apprentissage qui sont très sécurisées. Et je conclus là-dessus. Il me semble qu'effectivement, l'enseignant d'EPS, mais comme le prestataire qui a affaire à des élèves, doit prendre en compte le fait que, quel que soit le niveau d'expertise de l'ado qu'on a en face de nous, donc du collégien ou du lycéen, sur le temps scolaire, il reste avant tout un élève. Et donc je conçois tout à fait qu'effectivement, les situations d'apprentissage qu'on va proposer dans le cadre scolaire nous amènent à presque une obligation nous amènent une obligation de résultat. Et il me semble difficile, l'actualité le montre, de dire non, c'est important d'être capable de prendre des risques, les sports de nature c'est s'engager et tant pis si on doit payer les pots cassés à un moment donné. On ne peut pas le dire sur le temps scolaire. Mais il me semble qu'à côté du temps scolaire, on a d'autres temps éducatifs. Alors le temps du club en est un, mais entre le temps du club et le temps scolaire, il y a le temps de l'AS. Et ce qui me semble changer la donne sur le temps de l'AS, mais je peux me tromper, je porte ça au débat, c'est qu'il y a une contractualisation différente avec l'élève et avec sa famille. C'est-à-dire qu'en EPS, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. L'AS, c'est un choix. Et il me semble que le chef d'établissement, l'enseignant d'EPS, toute la communauté éducative, a un vrai rôle éducatif à jouer dans la proposition qu'ils font aux élèves.
proposer de faire des sports de nature, c'est aussi proposer à la famille et à l'élève en lui disant que les sports de nature, ce n'est pas un gymnase et que forcément, d'aller sur ce type de pratique, c'est accepter un certain nombre de risques. Alors là, j'enchaîne sur l'exemple de l'UCPA, mais sur nos stages sportifs, où là on est sur un autre temps de contractualisation, mais qui n'est pas très loin de l'AS, c'est le temps du séjour de vacances. Quand ils font le choix de venir en séjour de vacances et qu'on va leur proposer un stage d'alpinisme, et bien forcément, si on veut être capable de développer des logiques d'autonomie et de responsabilisation, on arrive à aller sur des projets très engageants. À l'UCPA, on fait des stages en alpinisme avec des cordées autonomes. Je peux vous dire que quand on est en cordée autonome et qu'un jeune de 17 ans est en cordée avec d'autres jeunes de 17 ans, en termes d'autonomie et de responsabilisation, on est sur des actes pédagogiques qui sont forts, mais qui, pour être mis en place, demandent forcément, en termes de prérequis, d'avoir une information très claire auprès des familles pour que les parties prenantes, l'enseignant, la famille comme l'élève, alors là pour le coup c'est le jeune en vacances, aient bien pris conscience que d'aller sur ce type d'apprentissage nécessite d'accepter un certain nombre de risques qui sont liés à ce type de pratique. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup.